Donc on repart, restons sur ce sujet. Un chiffre quand même, j'avais pas pris la mesure, Société Générale, donc puisqu'on en parlait, c'est 10% des effectifs de Société Générale. 10% des effectifs 10% des effectifs Rosbank. Quand tu sais 12 000 salariés. À la limite, les milliards, c'est un petit Kerviel, ça se gère, les pertes. Mais 12 000 salariés, c'est quand même un sacré truc. Renault, le marché russe est le deuxième marché mondial. Ouais. Et 40%. C'est le pari Carlos Ghosn est le même pari, celui qu'il a fait au Brésil, celui qu'il a fait en Turquie, celui qu'il a fait en Russie. Ce sont les trois mêmes paris sur la thèse de François Xavier. C'est-à-dire, non, mais tu comprends bien ce que je veux dire. Je ne dis pas que tu as tort, mais ces hommes-là étaient convaincus comme toi. Bien sûr. D'une forme de sens de l'histoire qui allait et je pense qu'à terme, faire croître ces pays. Imagine ce que ça veut dire d'aujourd'hui de vivre en Russie. Tu te rends compte, tu perds ton job, tu as une inflation à 30%, le choc pour les Russes est monumental. Mais François Xavier, si tu as 40 ans aujourd'hui en Russie, mais la masse de choc que tu as pris. Dans les années 90, de l'inflation, tu te l'es prise à 1000%. Dans les années 90, l'ensemble des filles de ta classe étaient prostituées. Non mais, faut se rendre compte de ce que ça représente pour un adulte russe aujourd'hui. La roue de l'histoire, c'est quelque chose de phénoménal. Et donc ça, mais pour eux, c'est un détail. Ah non, tu rigoles. Mais en tout cas, la question qui me semble forte, c'est est-ce que avec ce choc-là, quelle est la position, encore une fois, du gouvernement actuel auprès de son peuple? Et dans quelle mesure tu arrives à garder un soutien populaire pour une guerre qui est d'une... On ne sait pas ce qu'ils pensent les Russes aujourd'hui. On a peu d'infos là-dessus. Mais enfin, si tu veux, tu as probablement 10 à 15 000 morts russes depuis un mois. C'est l'estimation qu'on a. Chiffre américain est de 10 000. Oui, voilà. Tu as quand même autant de familles qui ont reçu une information pas très... Voilà. Alors juste, donner la relativité, donc effectivement, les Américains disent 10 000 morts, l'Afghanistan, tout compris, c'est 15 000 morts. Au total. Donc voilà, c'est 10 000 morts en un mois. Ouais. Parce que c'est vraiment une guerre, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure, c'est d'une violence hallucinant. Forte intensité. Et je pense qu'un soldat russe, le matin qui rentre dans son tank et qui sait qu'il a une chance non négligeable de se faire pulvériser enfin, je veux dire, ils vont rentrer. Enfin, quand tu regardes les traumatismes des Américains qui rentrent de la guerre en Afghanistan, mais tu t'imagines le truc. Donc il faut quand même comprendre, ou en tout cas essayer d'appréhender le choc massif que ça va être pour la population russe d'avoir cette guerre-là. Et encore une fois, je pense que ça va affaiblir considérablement Poutine. Et sur l'histoire de Total, comment est-ce que tu vois les choses? Tiens, juste le communiqué, donc c'est le roi Merlin qui a été mis en cause, alors directement par Zelensky, là. Ouais. Là, je crois qu'il n'y a pas... Alors, tu parlais de communication de crise. Ouais. Zelensky, à l'Assemblée nationale, boum, le roi Merlin. Et le ministre des Affaires étrangères qui s'est fait Renault dans un tweet en appelant un boycott mondial. Fermer l'entreprise du jour au lendemain, fermer nos magasins serait tout simplement un abandon considéré comme une faillite préméditée, donc illégale, ouvrant la voie à une expropriation qui renforcerait les moyens financiers de la Russie. Voilà. 45 000 salariés, le roi Merlin. Nicolas, ah oui, pardon, François Xavier. Oui, François Xavier. Non, enfin, ça confirme que aujourd'hui, pour diriger une entreprise, tu as intérêt à avoir un œil sur la rentabilité, mais tu as aussi sacrément intérêt à avoir un œil sur ton positionnement. Le retour de la géopolitique dans les entreprises? Ouais, ou en tout cas d'un positionnement extra-financier qui juste devient... c'est la RSE puissance 10, quoi. Enfin, c'est en fait quel est mon positionnement... Enfin, en fait, finalement, tu retrouves, pour le meilleur ou pour le pire, une sorte de rôle moral d'une entreprise, ou en tout cas un rôle d'exemplarité qui est pas facile à gérer et pas facile à arbitrer avec des contraintes financières, ça c'est sûr. Nicolas. Là, c'était la semaine dernière, j'ai vu sur un site internet, c'était américain, en fait, ils avaient fait une carte du monde en représentant les pays qui soutenaient la position occidentale, les pays neutres ou les pays qui étaient... et en fait, c'est assez surprenant parce que juste visuellement, physiquement, l'Europe est assez isolée, en fait. Alors, la carte du PIB, c'est pas la même chose parce que là, pour le coup... oui, mais dans quel cas ils mettaient la Chine, par exemple? Ah, là, c'était neutre. C'était neutre. Et l'Inde? Et l'Inde, parce que la Chine et l'Inde, donc les deux plus grandes... Voilà, mais en Afrique au Moyen-Orient, enfin sur tous ces bassins-là, ils sont neutres ou alignés, Poutine. Donc voilà, enfin, c'est juste intéressant d'avoir ce point de vue pour se dire que finalement, nous, on trouve que Poutine est isolé. Quand on habite l'Arabie Saoudite, il n'est pas si isolé que ça. Maintenant, en PIB, pays qui ont voté contre l'intervention, comme à l'ONU. Hein, 60 pays.
140, non? Non, Moi, j'ai un tas de 140 pays qui ont voté contre, et effectivement... Bon, oui, mais François-Xavier, 140, bon, pourquoi pas, si tu as El Salvador qui vote contre. Quand tu as l'Inde et la Chine qui s'abstiennent, si tu veux, c'est pas si isolé que ça. Non, mais ça veut dire qu'en termes de cartes, moi, je voyais plus un soutien, en fait, assez largement au-delà de en fait, visuellement, c'était assez... Voilà, alors après, quand on repense la guerre économique, en termes de PIB, on discute pas de la même chose, quoi, mais c'est sûr que même l'Inde pèse encore. Mais alors, ça, c'était mon premier point. Et puis le deuxième point, je pense qu'il faut avoir en tête, parce que c'est à un moment donné la sanction dollar, quoi. Si les Américains crantent la sanction dollar, quand BNP l'a vécu au Soudan, comme avec d'autres, avec l'Irak, si demain il devient interdit de commercer avec la Russie en dollars pour le pétrole et ainsi de suite, là on va passer encore dans une autre dimension. Oui, c'est-à-dire que les entreprises vont se retrouver encore plus. Enfin, ce débat-là, il a été tranché par notre lâcheté. C'est-à-dire que Gazprombank n'est pas soumise aux sanctions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour le moment. Donc tu as soumis aux sanctions. C'est même assez surréaliste. Bon, moi je suis un peu sidéré qu'il n'y ait pas un responsable politique, au moins un quelque part, qui dise... Qui le révèle, quoi. Non, et puis, qui le révèle. Enfin, c'est public, Gazprombank, voilà. Mais qui disent, bon, ok, les gars, on arrête, quoi. C'est l'hiver prochain et on a 9 mois pour organiser un rationnement de l'énergie. Ok, on sait qu'on ne pourra pas remplacer le gaz russe l'hiver prochain. Bon, on a 9 mois pour s'organiser. Enfin, t'appelles McKinsey, doit être capable de faire ça, non? Non, ça va coûter cher. On les paye en rouble. On les paye en rouble. Là, ça devient ingérable. Ça devient ingérable. Tu crois que c'est ingérable, toi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'effet de l'émotion, demander un petit effort aux uns et aux autres, baisser d'1 degré ou 2 degrés, etc., tout le monde participe. Enfin, il y a d'ailleurs un peu comme le Covid, il y a une envie d'aider. Mais si demain, c'est plusieurs centaines d'euros par mois sur la facture d'énergie que tu n'as plus, parce que tu n'as plus le chauffage, c'est même plus que tu payes trop cher, c'est que tu n'as plus le chauffage ou que tu n'as plus la bouffe, les gens ne sont pas prêts à le faire. Non, si tu rationnes le gaz, les prix vont baisser quand même. Si tu dis, si tu rentres dans un plan, je dis n'importe quoi, pardon, mais en fait je pense qu'à ça. Tu rentres dans un plan où tu dis, ok les gars, on verra la courbe de température, on vous informera semaine après semaine et on coupera le chauffage, j'en sais rien, entre 11h du matin et 17h. Et on groupe les achats au niveau européen. Non mais là enfin tu vois, je veux dire, mais oui, t'es parti dans un plan de rationnement pour retrouver ta dignité et dire à un moment, stop, plus une goutte de gaz russe. Moi, si tu es dans un plan d'optimisation, parce que moi je pense que là on peut peut-être arriver à trouver, comme les vaccins, avec des systèmes qui vont gérer l'énergie pour protéger l'environnement, etc. Là, il y a peut-être plein de choses à créer. Il y a plein de choses à créer, mais il se trouve que j'ai regardé ce que disent un certain nombre d'experts en termes de production électrique, tu vois. Ouais. T'y es pas, voilà, c'est pas possible. Il faut, si tu veux couper le gaz russe, tu ne peux pas le substituer pour l'hiver prochain. Voilà, c'est pour ça que moi je dis que les gens ne sont pas prêts à faire des efforts incommensurables juste pour pouvoir dire qu'ils vont intervenir en Ukraine. J'y crois pas. Si tu veux sur le long terme, pas un mois ou deux, mais passer tout un hiver. Ouais, un hiver. Ouais. Non, tu as juste un hiver à passer. Si tu veux vraiment avoir un impact très fort de réduction de la consommation tout en évitant une approche un peu constructiviste, voire soviétoïde, mon cher Stéphane, non, t'as une autre logique qui est de dire je laisse partir les prix et je subventionne, je distribue les chèques, c'est-à-dire que l'État porte ce poids-là, laisse les prix monter. Mais non, François-Xavier, c'est un problème de disponibilité de la ressource. Oui, donc moi, mon sujet, c'est t'arrêtes le gaz russe. T'arrêtes le gaz russe. Plus une goutte. Voilà, c'est fini. Si tu fais ça... si tu fais ça, t'es obligé de rentrer dans une économie de rationnement d'électricité. Si, t'es obligé. De rationnement, oui, non. Mais tu fais comment en Autriche ? Par exemple, tu fais comment en Autriche qui vit à 100% de gaz russe ? Non, mais c'est pour ça que t'es obligé de rentrer. Mais à la limite que les Autrichiens continuent s'ils veulent. Mais t'es obligé de rentrer dans une économie de rationnement. Voilà. Et c'est le prix de ta dignité. Mais bon, tu rationner 100% là, c'est non, mais ok, mais je parle pas de l'Autriche, là. Je parle de notre pays. Tu y arriveras plus facilement avec un signal prix, une compensation financière derrière. Mais non, t'as pas la ressource. Mais si tu bloques le robinet, de toute façon, effectivement, tu n'as pas la ressource. Bon, ben voilà, c'est ça. Moi, mon sujet, c'est de bloquer le robinet. Si tu fermes le robinet, la réaction du marché, c'est une hausse des prix. Et donc, s'il y a une régulation par les prix, ça marche très bien. Je ne dis pas que je suis pour, mais ça marche très bien. Et simplement, effectivement, si tu veux que ce soit acceptable socialement, tu compenses par une distribution monétaire. On se comprend pas. Bon, c'est pas grave, on se comprend pas. Refermons la parenthèse. On a fait le tour de... Mais non, mais... Tu n'as pas fait le tour. Non, mais parce que ça me plaît pas qu'on se comprenne pas. Mon sujet, c'est
Aujourd'hui, on a besoin, alors j'aurais dû noter les térawattheures dont on a besoin, là, qui proviennent de Russie et du gaz russe. En gros, voilà, 20% de notre production, notre consommation en gaz, on le sait, mais derrière, c'est un équivalent térawattheure. Je dis, ok, c'est fini, je ne veux plus une goutte de gaz russe. Bon. Mon sujet, c'est simplement que je ne peux plus produire assez d'électricité pour l'hiver prochain. C'est ça mon sujet. Je ne peux plus, même si je fais de l'approvisionnement massif venu d'Algérie, même si je vais voir le Qatar, tu n'y arrives pas. Voilà, c'est tout. Donc après, signal prix, pas signal prix, à la limite, je m'en fous. Tu te fais un petit quoi qu'il en coûte, t'es plus à ça près. Et effectivement, tu compenses. S'il y a une hausse des prix, tu compenses pour les ménages. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faudra qu'on consomme beaucoup moins. Ouais. Voilà. Et donc que tu organises un rationnement. Voilà, François-Xavier. Non, ça c'est. Il y a encore une fois, il y a des approches. Tu as ton approche qui est une approche très soviétique, mais très soviétique. Tu me parlais du Covid. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour lutter contre le Covid ? Et tu as l'autre approche. On a rationné en 74 ans. Si tu coupes le tuyau de gaz, et qu'effectivement de fait tu rationnes, tu peux aussi décider que c'est le marché qui régule, et effectivement les prix vont augmenter, et donc effectivement toutes les entreprises et les ménages qui se retrouvent avec un coût du gaz trop élevé pour assurer leur production ou pour se chauffer vont réduire également leur consommation. Ah, et donc les riches se chauffent et les pauvres ont froid. D'où ma question. Waouh, la crise de l'abondance. Mais si tu fais de la redistribution, alors tu changes rien à la consommation ? Non, tu redistribues par un. On a déjà eu cette discussion-là sur un autre sujet. Tu redistribues par un chèque. Tu dis, je donne 300 € ou 200 € ou 400 € à tous les ménages pour compenser cette hausse des prix. Et donc effectivement, tu as une incitation. Donc ils vont consommer de l'énergie pour se chauffer. Une incitation. Mais ils vont en consommer un peu, mais ils vont réduire leur consommation parce que ce sera cher. C'est parfait, ça marche très bien. Bon. Encore une fois, c'est la puissance du signal prix. Oui, mais alors je vous promets que lundi, je vous ramène les quantités, en fait, enfin, savoir de quoi on parle, et c'est pas en consommant un tout petit peu moins face à un signal prix, etc., et en arbitrant au quotidien que tu y arrives. En nombre de degrés, traduit le térawattheure, en nombre de degrés dans ton salon pendant l'hiver. Voilà, ça dépend de la température qui fera. Voilà, Stéphane, tu as deux questions. Est-ce que c'est possible ou pas ? Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en passer. Non, moi non plus. Et si tu pars du principe que c'est possible et que c'est souhaitable, il y a deux options qui sont toutes les deux, qui fonctionnent toutes les deux. Moi, je préfère l'option de marché, mais j'entends tout à fait ton option plutôt planificatrice. Je suis très surpris de ta part. On est en train de perdre nos téléspectateurs et nos auditeurs. Parce que même au-delà du gaz, après, il y a l'histoire du blé, quoi. Et que... ça, le blé, là-dessus, on est autosuffisant, nous, en Europe. Oui, voilà. Mais après, ça finit en famine en Afrique. Exactement. Et ça se retraduit après en immigration, et puis on continue les mêmes sujets. Et c'est là où tu découvres qu'il est sans doute plus simple de rationner le gaz que de rationner le pain. Exactement. Sans doute. Je reviens demain. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je ne sais pas si on n'a pas perdu tout le monde là dans notre discussion. Oui, de quoi on parle ? On a fait le tour de nos histoires russes. On a fait le tour. Oui, alors taxation des super profits. Oui, c'est l'autre sujet, effectivement. Taxation des super profits, alors ça aussi, c'est Total, ils connaissent, taxer des super profits des compagnies pétrolières. Oui, c'est un peu la martingale. C'est un peu la martingale. L'Italie va le faire. L'Italie va le faire. Draghi va le faire. Et tu sais quoi ? Je pense que passer l'élection présidentielle, c'est un sujet qui va revenir sur la table. Très rapidement. Très, très rapidement. D'autant plus si on met en place une politique de rationnement. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la campagne ? Allons-y, il nous reste... oui, on a le temps là. Il y a un truc, François-Xavier, qui t'inspire Alors, Nicolas, non, moi, j'avais un peu travaillé sur des sujets un peu de fond avec Gaspard Koenig, qui malheureusement n'a pas passé son cut, mais on était sur des sujets d'une ambition. Non, parce qu'il faut choisir ses idées et passer voilà. Non, on était parti sur des choses très ambitieuses et j'ai un peu du mal à me motiver pour ce qui reste. Ce que je trouve dommage, par exemple, c'est qu'il manque une réflexion de fond. Je prends l'exemple, par exemple, de la retraite. On est encore sur des logiques paramétriques de dire tiens, on va augmenter l'âge de départ à la retraite sans se poser la question de savoir si c'est une bonne idée de financer les retraites par les revenus du travail alors que la société travaille de moins en moins. C'est-à-dire, ça fait des décennies que les gens travaillent de moins en moins, que les durées d'oisiveté s'allongent. Et c'est plutôt une conquête sociale, le fait d'avoir du temps pour faire autre chose. Dans tous les pays, c'est pas qu'en France. Et donc, on a un système qui est fondé sur le travail, les revenus du travail financent les retraites, qui ne marche pas.
qui ne marche pas structurellement et qui pourra jamais marcher. Et ce qui m'ennuie un peu, c'est que on est en train de dire, on va tordre le système pour qu'il refonctionne contre le cours de l'histoire. Encore une fois, on repart du cours de l'histoire. Mais le cours de l'histoire qui est contre. Tu penses à la capitalisation, évidemment. Bien sûr. Si c'est le capital qui produit de la richesse, c'est ça qui doit financer la retraite. Bah oui, mais ça, c'est un gros mot, ça, mon pote. Bah ouais, mais du coup, on évite les bons sujets, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me motiver, c'est que je c'est intéressant. Bah, tu dis, retraite. Je vois les trucs et je me dis, bah ouais, sauf qu'on n'est pas sur les bons sujets, donc c'est ballot. Nicolas. Pareil, j'ai du mal à me motiver. C'est vrai. Oui, j'aurais bien aimé un autre sujet. Non, mais en fait, bon, bah, j'en suis même arrivé à parce que je trouve que Macron est quand même tourné vers l'efficacité. Il ne fait pas de la politique, il fait de l'efficacité. Alors, je suis même plutôt en train d'imaginer la façon dont le programme est construit à coup d'études marketing, à coup de mesures qui plaisent à une cible bien précise pour pouvoir aller chercher ses voix et puis faire des agrégats et de faire le constitutif du premier tour et puis après du deuxième tour. Donc en fait, c'est même plus de la politique avec une sens de vision de l'État ou de vision de la France. C'est un travail super efficace de marketeur qui gère l'ensemble de ses lignes de produits et de ses cibles à qui il doit faire consommer. Et l'exemple le meilleur de ce que tu décris, c'est l'histoire du RSA. Eh ben, c'est exactement ça. Voilà. Alors, donc, et en plus, avec une démarche supplémentaire qui est un peu le côté réseaux sociaux. Donc, tu sais, sur les réseaux sociaux, maintenant, tu es enfermé dans ta bulle. Donc, tu lis, il y a toujours un truc qui te plaît parce que tu es toujours en phase. Et puis, de l'autre côté, il y a forcément un truc qui te choque, donc qui te fait agir. Et donc, quand tu lis le programme de la REM, là, comme ça, moi je lisais, il y a plein de trucs qui me font plaisir. Et donc tu es comme sur les réseaux sociaux, tu te dis c'est bien ça. Et puis les trucs que tu n'aimes pas, tu les vois pas. Et donc tu te dis finalement c'est un exercice marketing hors pair qui est brillamment fait avec des gros cerveaux et des études dans tous les sens. Mais est-ce que la politique doit se résumer à un plan marketing quoi ? Juste très vite, puis je te donne la parole, Christophe. L'émission Quotidien a fait un montage hilarant hier sur donc le RSA. Et donc tu as la phrase de Macron dans sa conférence de presse. Donc, une activité obligatoire en compensation du RSA. Et derrière, Bruno Le Maire qui dit... une activité... Alors, la phrase de Macron, c'est une activité ou un emploi obligatoire en compensation du RSA. Derrière, tu as Bruno Le Maire qui dit ce ne sera pas un emploi. Derrière, tu as Denis Ferrand qui dit ce ne sera pas obligatoire. Bruno Le Maire qui dit on ne recommencera pas les travaux d'intérêt général. Jean Castex qui vient sur TF1 dire ça pourrait être un travail d'intérêt général. C'est exactement. Donc on a fait qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour finir de dézinguer Pécresse. Tiens, le truc de Vauquier, c'est parfait. Mais derrière, on n'a absolument pas travaillé. Voilà, puis avec les réseaux, tu retiens juste la bout de phrase qui t'intéresse en disant je suis pour. Et ça fait Excellent. La formule de Coluche, je suis ni pour ni contre, bien le contraire. Et c'est... Comment dire ? Le concept du « en même temps », c'est évidemment un concept de marketing, au-delà de la dialectique façon Copy-Hénin, mais au fond, ça traduit un vieux concept de sciences politiques, quand j'étais étudiant en sciences politiques, un concept anglo-saxon qui s'appelle le catch-all party. Alors, le parti attrape tout, dont la caractéristique est évidemment de constituer un corpus idéologique et programmatique permettant de tout attraper. C'est le signe, pour les politistes anglo-saxons, de la démocratie moderne. C'est qu'à un moment donné, se dégageant peu à peu, finalement, des filiations, appartenances économiques ou socio-économiques, l'électeur, dans les démocraties modernes et développées, veut finir par trouver dans un one-stop shop, pour reprendre les anglicismes, tout ce qu'il attend et tout ce qu'il veut. Emmanuel Macron, c'est l'incarnation de cette politique-là, ni plus ni moins. Après, si tu me poses la question de... C'est la fin de l'histoire version politique. C'est la fin de l'histoire version politique. Après, si tu me demandes ce qui m'intéresse dans cette présidentielle, moi, il y a un truc qui me fascine, alors là, c'est en tant que chef d'entreprise, c'est à quel point on est à front renversé, en particulier sur l'immigration. Quel est le problème aujourd'hui des grands secteurs économiques de notre pays ? La main-d'œuvre, la richesse humaine. On ne trouve pas les gens pour pourvoir les postes. Et on a une campagne qui est en train de jeter aux gémonies, à la haine pour certains, l'immigré est celui qui vient amener sa force de travail à notre pays. On est à contresens de l'histoire, pour le coup. On est totalement à contresens de l'histoire économique. Bon, alors, parce que c'est aussi mon boulot.
Éric Zemmour, s'il était là, te répondrait d'abord, ben voyons, et, Oui, on serait par ça. et ensuite te dirait que, alors j'ai plus le chiffre en tête, plus de la moitié, de toute façon c'est plus de la moitié des immigrés sont aujourd'hui au chômage. Oui, parce qu'il y a une bonne partie qui est clandestine. Et qu'on n'est Non, pas non, mais régularisé et légalisé. Donc il y a quand même un petit sujet, c'est-à-dire... C'est des gens qui ne peuvent pas bosser, tout bêtement. Et qui se cachent au fin fond des cuisines, Oui, mais ils bossent. au fin fond des restaurants, Oui, mais et ils bossent. Ils bossent. Si, le chômage, ça veut dire inscrit au chômage. Bon, enfin bref, mais il y a un sujet. Le vrai sujet, il est là. Mais il y a un sujet, ça, moi, Tu nous as le donné sujet les m'intéresse, chiffres. Tu nous as donné les chiffres. Mais ça, c'est les programmes qui butent sur l'emploi. C'est-à-dire, Macron annonce 50 000 recrutements dans Absolument. les EHPAD. J'entendais à la radio la bonne directrice d'EHPAD qui dit, mais vous savez, moi, j'en veux pas 50 000, j'aimerais juste en trouver 2 ou 3 là. Oui, c'est ça. Je les trouve pas. C'est exactement ça. 700 000 foyers rénovés, même chose. Il n'y a pas de Le BTP? filière. Il y a pas. Alors, le BTP, il est là, mais la filière de rénovation, elle est même pas construite, elle n'est pas instruite, et de toute façon, il n'y a pas les bras. Voilà. Donc, on bute sur la main-d'œuvre. Ça, c'est très clair. Et c'est le levier de croissance. On est d'accord. C'est le levier de la croissance, c'est le levier du On désendettement est de ce d'accord. pays. Et voilà, on a une campagne présidentielle qui tape sur l'immigration. Pécresse essaye un petit peu d'amener ce sujet contre, Oui, mais contre Zemmour. Elle essaye, mais comme elle est à front renversé, elle, par rapport à ce qu'elle voudrait dire en fait, elle est bien obligée quand même de dire « Ah oui, l'immigration, c'est pas bien ». Mais quand même, on en a besoin pour bosser, quoi. Voilà. Le concept de quota est quand même très très repoussoir. Hein. C'est pas voilà. Donc ça me désespère. Ça me désespère. Et je trouve que effectivement, on est dans une logique d'une campagne qui est une campagne d'attrition, ni plus ni moins, sans ambition, sans vision. Et Pécresse, si tu avais à assurer la communication de Pécresse, tu partirais en camp. C'est quand même un mystère d'être. Parce que, enfin, Je pense on que la connaît, quoi. Enfin, et puis on habite en Île-de-France, on a vu sa campagne. Elle n'a jamais été dans cet état-là. Enfin, c'est quelque chose d'étonnant, quoi. Je pense qu'on touche à des ressorts psychologiques et que pour le coup, effectivement, des conseils de bonne aloi et de, on va dire, rationnels serviraient pas à grand-chose. J'ai du mal à percer le mystère, moi aussi. C'est pourtant ton métier. François-Xavier, tu veux rajouter quelque chose ? Non, écoute, on a... Oui, Super, on va avoir le temps de parler de la musique, alors. On a quelque chose de très décalé avec quelqu'un qui est très largement en tête des sondages et qui va tenter de prendre le moins de risques possible. Parce qu'il sait très bien que si toute prise de position l'amène à s'exposer, alors que là, il est quand même en très très bonne position. Et derrière, des candidats qui ont du mal à se démarquer les uns avec les autres et qui prennent des positions qui sont effectivement plus de l'ordre du marketing et de politique. Mais sinon, sur le fond, là, l'histoire RSA et activité obligatoire, non, parce que toi, tu es pour le revenu minimum. Donc, universel, bien sûr. Oui, voilà, tu es pour le revenu universel. Toi, si tu veux, donc tu trouves ça absurde. Mais enfin, on va payer des fonctionnaires pour aller contrôler des gens qui ne veulent pas travailler, auxquels tu as filé un boulot qui ne sert pas à grand-chose et avec une productivité dérisoire. Non, mais attends, Absolument d'accord. Bon résumé, très bon résumé. Enfin, faut arrêter le délire. Revenu universel. Honnêtement, Vous êtes tous les trois d'accord, là, toi aussi, Nicolas, revenu universel à fond ? Ah bah ça, le coût du contrôle par des fonctionnaires qui vont être payés 2 fois plus pour aller vérifier des mecs, non, je vois bien la gabegie qui va s'organiser autour de tout ça, quoi. C'est juste, sérieusement, Alors, Non, Jean-Charles Simon nous disait en début de semaine que c'était l'un des pans des lois Hartz, notamment de la loi Hartz 4. Le sujet, donc, tu avais obligation d'accepter à un moment les jobs à un Pfennig, là, ou un Deutschmark, ou un euro, enfin, je ne sais plus quelle était la monnaie au moment des lois Hartz. Oui, un Deutschmark, hein, c'était peut-être déjà un Deutschmark. Dans une volonté aussi d'être sûr que tu ne bosses pas au noir pendant que tu touches le revenu minimum. Non, mais Voilà. La vraie question de la trappe à une activité, c'est ce que tu perds quand tu recommences à bosser. C'est ça la vraie question. Et si je travaille, si je suis au RSA... Ça, la prime d'activité a réglé ce sujet-là. Elle n'a pas réglé, elle l'a réduit. Mais elle l'a un peu réduit. Mais au départ, on partait de 80-90% quand même. C'est-à-dire qu'on partait de... dans les années 2000, François Bourguignon avait fait un travail très intéressant qui montrait que si tu travaillais pour gagner 1 euro, on t'en reprenait 80-90%. 90 centimes. Donc là, la prime par activité, effectivement, a travaillé sur ce sujet-là, elle a réduit, mais tu gardes quand même un taux d'imposition apparent au niveau des bas salaires qui est de l'ordre de 50-60% encore aujourd'hui. Et donc, en fait, en réalité... T'es sûr de toi, François-Xavier, je te fais confiance, hein, mais même avec les dernières mesures là, qui ont été prises ces 2 dernières années, qui changent un peu la donne quand même. Hein. Objectivement, tu perds beaucoup d'avantages à te remettre à bosser. Ça, c'est vrai. Et donc, si tu veux, le problème c'est qu'aujourd'hui, en fait, le problème pourquoi je suis pour le revenu universel ? Parce que tu l'enlèves pas quand tu te remets à bosser.
C'est-à-dire que tu dis pas aux gens, voilà un RSA, mais je vous le renlève. C'est un salaire négatif en fait, le RSA. C'est-à-dire si vous recommencez à bosser, je vous l'enlève. Donc c'est une désincitation objective au travail. Et c'est ça le gros intérêt de tout le travail qui a été fait sur le revenu universel. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un contresens absolu de dire que c'est pour remplacer le travail. Au contraire, c'est une dimension où justement tu le gardes si tu te remets à bosser. Et donc ça veut dire que tu n'as pas de désincitation au travail. Ce qui est vraiment important, c'est que l'euro pour lequel la personne va se mettre à bosser lui rapporte un minimum qui soit de l'ordre de 60-70% de ce qui voilà. C'est Guillaume Richard, le patron de WeCare, qui service à la personne, leader en France, je crois que même en Europe maintenant, qui faisait une démonstration très très claire des effets de seuil et qui fait que quand il a des femmes de ménage ou des jardiniers qui touchent 1 euro de plus, se retrouvent à perdre 200 ou 300 euros sur les mois, et qui posait la question que je trouve ultra pertinente à l'heure de la digitalisation, de dire pourquoi on ne met pas des algorithmes, on ne met pas juste des formules qui fait qu'on lisse et que l'ancien boulier dont on avait besoin parce qu'il y avait des seuils et que c'était plus simple de calculer, ben on l'explose et on fait en sorte que chaque euro gagné fasse 1 euro qui aille directement dans la poche et qu'on évite de transformer toute cette personne en petits experts comptables en train de se dire est-ce que je te prends 10 euros, là je te le reprends en black, etc. Au moins on met de côté toute cette forme de frustration, ce manque de lisibilité dans le seuil en faisant en sorte qu'avec un calcul automatique sur les machines, Nicolas, il faut s'y mettre. Voilà. À un moment, il faut que des gars de la tech s'y mettent, tu vois. Voilà, qu'ils aillent directement dans le back-office lisser ça. Ouais. Mais le back-office, attends, là où Nicolas a raison, c'est que c'est juste... Enfin, si tu vas demander... j'ai des exemples concrets de personnes qui étaient au RSA qui sont allées demander à la CAF l'impact de... si je mets... c'est une personne qui vivait seule et qui avait une chambre qu'elle pouvait mettre en location dans son appartement. Si je la mets en location, quel va être l'impact sur mon RSA? Réponse de la CAF, on ne sait pas. Il faut demander au département. Okay, ton département, réponse du département, on ne sait pas. Et en fait, tu as non seulement un effet de perte de revenus, mais en plus, tu ne le sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu as une incertitude juridique qui fait que tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Peut-être qu'il ne va rien se passer pendant 2 mois, peut-être au bout de 3 mois, on va te dire « Ah, attention, vous avez fait ci, ça, vous avez 400 euros de RSA derrière. » C'est pas possible de laisser les gens comme ça. Il va leur demander un rescrit fiscal pour toucher Exactement. 200 euros de plus. Et donc, en fait, tu mets les gens dans une espèce d'incertitude juridique abominable qui fait qu'aujourd'hui, on a construit une telle complexité. Pourquoi est-ce que je bosse avec Gaspard sur simple? C'est ça l'idée, c'est de dire, précisément, avant même de faire des algorithmes, partons sur des règles beaucoup plus simples. Enlevons l'espèce de tas de spaghettis qu'on a mis en place avec des trucs. Oui, mais ça, alors, mon ami. Mais c'est ça le sujet. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est compliqué. Et ben, c'est en même temps, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Le mot de la fin, il est pour toi, mon cher Jean-Christophe. Tu voulais pas qu'on parle de musique? Bah, on n'a pas le temps. Vous reviendrez le mois, parce que c'est un super sujet. C'est Nicolas qui m'a soufflé le sujet. C'est le business le plus résilient du monde. C'est incroyable. C'est à partir du moment où tu arrives à rémunérer les créateurs, c'est dingue. Tout le monde a besoin de musique. Il y a toute mais il y a toute la mutation de notre économie en fait, dans ce qui s'est passé depuis l'an 2000 sur la musique, y compris maintenant les indépendants, y compris ce que permettent les technologies. Donc ça, on verra ça. Mais ça le point de ma fin. Tous les trois, on se retrouve très très vite. Et nous, on se retrouvera lundi. Oui, c'est ça, lundi. Et en attendant, vous aurez demain évidemment Aurélie Planex. Et je vous souhaite une bonne soirée.